croquer devant toi. Le verre d'eau, il est pour toi. Ça n'a pas été touché. Et tu peux retirer ton masque pour ça. Quand même. Ah, ça va? Je te laisse un peu sur scène, on va démarrer. Mais la journée n'est pas finie. Et en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Et mais pour vous non plus, c'est pas fini parce que maintenant, on va attaquer avec l'atelier cacao. Et l'atelier cacao, on a plein d'interventions encore très intéressantes à écouter. Donc voilà, je vous recommande de garder une oreille attentive encore pour l'heure qui va suivre. Et merci d'avoir choisi cet atelier par ailleurs. Alors, on pourrait se demander pourquoi faire un atelier Focus Cacao. Bon, en même temps, la plupart d'entre vous vont se dire c'est un peu évident. La filière cacao, c'est quand même une des filières phares du commerce équitable. Sur le marché de consommation français, ça représente 18% des ventes de produits de commerce équitable, la filière cacao, donc c'est pas rien. C'est aussi l'une des filières phares du programme Équité, qui est mis en œuvre par Commerce Équitable France et Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières sur financement de l'AFD et du FFM en Afrique de l'Ouest. Et puis la filière cacao, ça représente 4,5 millions de petits producteurs dans le monde qui produisent plus de 4,5 millions de tonnes de cacao également. Et puis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle seule, elle représente 43% de cette production. Donc c'est vraiment pas rien. Et aujourd'hui, elle est largement représentée à cet atelier, comme j'aurai l'occasion de vous le présenter dans quelques minutes. L'attrait des consommateurs, de l'autre côté de la filière, pour les produits chocolatés, il ne cesse pas d'augmenter non plus, puisqu'on a une croissance de 2 à 5% par an de consommation, notamment avec des nouveaux marchés qui se développent en Asie. Et puis, il pèse pour 100 milliards de dollars de revenus annuels. Bon, on pourrait se dire, c'est super, ça marche super bien, il y a beaucoup de gens dans ces filières-là. Bon, mais vous le savez très bien, c'est pas le cas. Cette filière en Afrique de l'Ouest, elle est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle parce que les cours actuels, ils représentent un tiers des prix du cacao d'il y a 40 ans. Ils restent extrêmement volatiles. Et la culture du cacao, pour les producteurs, aujourd'hui, elle ne représente pas un grand espoir. Pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas vraiment d'avenir, ou du moins, ce n'est pas l'avenir dans lequel ils ont envie de se projeter. Et la plupart de leurs familles sont toujours coincées dans une pauvreté endémique. Cette pauvreté, elle entraîne le travail de plus d'1,56 million d'enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et elle est aussi, quelque part, la cause de la déforestation. Et pour vous donner un dernier chiffre alarmant, et après je vais arrêter parce que c'est quand même une introduction un petit peu angoissante, on compte 15 000 terrains de football qui sont déforestés tous les ans en Côte d'Ivoire.
Voilà. Bon, ben, j'ai posé les choses. Je pense que maintenant, c'est assez clair pour tout le monde qu'il est urgent d'agir pour promouvoir une filière cacao qui est plus durable, plus équitable, plus rémunératrice, plus respectueuse de l'environnement. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 intervenants qui vont vous présenter à la fois les constats et à la fois des alternatives possibles pour cette filière. Donc on a Assata Doumbia, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est productrice, qui est présidente d'une coopérative de cacao en Côte d'Ivoire, certifiée de commerce équitable, et qui est aussi secrétaire générale adjointe du réseau ivoirien de commerce équitable, qui est un petit peu l'homologue de CEF en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a Franck Coman, qui est le coordinateur du réseau ivoirien de commerce équitable. On a Patrick Jagoret, qui est un chercheur émérite du CIRAD, expert de la filière cacao, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre dans d'autres circonstances. Et puis on a Christine Westerkamp, qui est donc consultante associée chez Horus Développement Finance, et qui va être là pour nous présenter les résultats d'une étude de faisabilité qui a été conduite dans le cadre du programme Équité. Alors on va commencer cet atelier avec une prise de parole de nos 2 représentants ivoiriens, je vais me mettre à côté d'Assata, voilà. Qui vont pouvoir nous parler en fait de la réalité du terrain et d'aller un petit peu au-delà de la présentation de ces chiffres, qui, aussi alarmants soient-ils, en fait, représentent pour beaucoup de personnes assez peu de choses. Et donc, eux, ils vont mettre des mots sur la réalité pour les producteurs. Donc, à Assata, dans le secteur du commerce équitable, on pointe souvent la trop faible rémunération des producteurs. Et il est évident que le prix qu'ils reçoivent pour leur fève de cacao, qui ne permet même pas en fait, de couvrir le coût de production, est insuffisant. Mais quand on parle de pauvreté des producteurs ivoiriens, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Quand on parle de pauvreté du producteur ivoirien, sachez déjà, comme vous l'avez déjà dit, je suis productrice de cacao. Donc, quand on parle de pauvreté, je suis pleinement concernée. D'antan, mon rêve était de travailler auprès de mon oncle, qui était producteur de cacao, en 70. Quand on venait vers lui, on avait la joie de vivre, on avait de la nourriture à tout moment, on avait de l'argent, on faisait même des petites activités de culture d'arachide dans les plantations de cacao, en bas des cacaoyers, et qu'on commercialisait après dans le marché pour avoir de l'argent. C'était vraiment le bon moment pour nous, c'était le beau temps pour nous. C'était l'envie d'être un jour producteur de cacao ou bien continuer le travail de mon oncle. À son décès, je me dis, ok, c'était un rêve. Les hommes de ma famille ne voulaient pas rentrer dans la cacaoculture et c'est à juste titre. C'est après que je vais savoir pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans la cacaoculture. Du coup, naïf et avec le rêve d'enfance, je prends l'héritage de mon oncle. Et très vite sur le terrain, je me rends compte que les arachides qu'on plantait au sol, on ne pouvait plus le faire. Des arbres qu'on avait dans le temps de mon oncle, on n'avait plus des arbres dans nos champs. On avait la possibilité d'avoir des rats. Ça, chez nous, ce sont des animaux sauvages qu'on appelait des rats, qu'on faisait des pièges pour attraper, pour pouvoir faire de la viande et qu'on pouvait manger tout de suite au champ. On n'avait plus cette possibilité-là. Le champ était vraiment délabré avec une présence accrue au soleil, avec une réduction de la production. Et au fur et à mesure qu'on avance aussi, mon oncle qui était l'homme le plus riche de la famille, où tous les enfants venaient s'agripper pour pouvoir assurer l'avenir, l'école plus tard, parce que je vous dis que c'est mon oncle qui m'a mis à l'école et qui a mis presque tous ses enfants à l'école. Aujourd'hui, le cacao qui nous mettait à l'école, qui nous nourrissait, ne pouvait pas nourrir une seule famille. Dans le temps, ça pouvait nourrir au moins jusqu'à 5 familles. La pauvreté s'est installée. On ne sait pas comment
c'est venu tout doucement. Ça nous a surpris. On voulait produire plus pour gagner plus. On a coupé les arbres pour pouvoir produire plus. On n'a plus de nourriture. Avant, nous, on en avait 3 repas par jour. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'avoir un repas complet, un seul repas sur les 3 repas de journée. Les enfants que j'ai à ma charge, qui n'est pas seulement pour moi, j'ai des difficultés pour les mettre à l'école et je pense que ce problème est aussi partagé par presque tous les producteurs de Côte d'Ivoire. On a du mal à envoyer nos enfants à l'école. Les centres de santé qui sont très éloignés de nous, on a du mal à se soigner parce que les centres de santé sont très éloignés. On a du mal, après avoir travaillé ardemment, de recevoir moins de 2 € par kilo de cacao. C'est vraiment difficile pour nous, les producteurs, de s'en sortir. Je vous dis, Manou, moi, à son décès, mon oncle m'a laissé 15 hectares de cacao. À un moment donné, en 2014, j'étais obligée de couper 5 hectares pour que je puisse alterner le travail du cacao pour le mettre l'EVA. Et malheureusement, mon espoir aussi dans l'EVA a été effondré parce que le prix aussi, c'est la même chose. C'est vraiment difficile pour nous de joindre les deux bouts, nous les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Assata pour cette histoire édifiante. Je pense qu'il parle à tout le monde dans la salle. J'aimerais aussi donner le micro à Franck, qui, au-delà d'être coordinateur du riz, c'est aussi petit-fils de cacaoculteur, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous partagez le ressenti d'Assata et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur la vision qu'ont les jeunes aujourd'hui de la cacaoculture en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est quelque chose, un métier dans lequel ils ont envie de se projeter? Merci Manon. Et bien oui, je partage, j'ai le même avis avec Madame Assata, parce que, comme vous l'avez dit précédemment, je suis petit-fils de producteur. Et c'était une fierté pour nous dans le temps de partir en vacances chez nos grands-parents et de dire que je suis petit-fils de producteur. Et maintenant, quand tu parles de tes parents sont producteurs, on t'allie automatiquement à la pauvreté. Et toi-même, tu as honte de dire que tu es enfant de producteur ou tu es producteur. Parce que automatiquement, il y a une image qui est sur toi directement pour dire que tu es automatiquement pauvre. Il faut dire, mon grand-père, qui était vraiment un grand planteur, qui a nourri tous ses enfants, qui a scolarisé tous ses enfants, y compris ma mère et autres, ces enfants qui ont vu en lui un modèle, se sont aussi mis dans cette culture après son décès. Mais aujourd'hui, ils éloignent autant que possible qu'ils peuvent leurs enfants de la cacaoculture. Et la cacaoculture n'est plus attractive pour les jeunes comme nous. Tous les jeunes que vous voyez dans la cacaoculture, c'est vraiment ceux peut-être qui n'ont pas réussi dans une autre vie et qui ont la cacaoculture comme seul moyen de survie. Mais ce n'est plus une culture de plaisir, mais c'est une culture de survie pour ceux qui n'ont plus le choix. Merci beaucoup Franck pour avoir posé d'autres mots encore sur ce vécu. J'aimerais qu'on prenne maintenant un autre regard, enfin qu'on change un petit peu de perspective, parce qu'Assata, vous êtes productrice, mais vous êtes aussi présidente d'une coopérative, et je pense que le maillon coopératif, c'est aussi un acteur essentiel dans les filières, et notamment dans la filière cacao, et donc il ne faut pas l'oublier. Et les coopératives, donc c'est les producteurs qui s'associent pour être plus forts, pour peser plus lourd, pour pouvoir mettre en commun des facteurs de production. Et les coopératives, elles rencontrent elles aussi des difficultés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces difficultés aujourd'hui que rencontrent les coopératives de Côte d'Ivoire, notamment la vôtre, et Caméagui, dans la filière de cacao telle qu'elle est construite? Ok. Tout à l'heure, je vous ai décrit mon désarroi d'être productrice en Côte d'Ivoire, productrice de cacao en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, nous vivons en communauté. À un moment donné, on s'est dit,
pour mieux vendre notre cacao, il faut qu'on se mette ensemble. Pour mieux accrocher les regards vers nous, il faut qu'on se mette ensemble. On va dépenser moins et on va gagner plus. C'était l'idée première, hein, d'aller en coopérative. Et très vite, on a essayé de recenser les producteurs qui avaient la même vision que nous. En son temps, on était 89 producteurs qui ont commencé à se mettre ensemble pour créer la coopérative ECAM à Meadji. Et au fur et à mesure que nous avançons, le nombre augmentait parce qu'on avait mis des stratégies en place qui répondaient effectivement aux aspirations des producteurs. Gagner plus d'argent, parler avec les exportateurs et faire de sorte que on puisse valoriser notre cacao et faire surtout la bonne qualité. Ce sont des choses qu'on prônait pour pouvoir avancer dans ce milieu difficile. En tant que femme, j'étais écoutée par mes pairs, j'étais écoutée par les producteurs, j'étais écoutée par des productrices. Et j'avais aussi la chance de savoir lire et écrire. Donc, je pouvais m'adresser directement aux exportateurs pour pouvoir négocier de bons prix. Mais très vite, on s'est rendu compte d'une certaine réalité qui s'impose à nous. Le prix du cacao qui continuait de baisser, le rendement qui diminuait au fur et à mesure. Il fallait se tourner vers des éléments qui pouvaient nous en sortir, qui pouvaient faire que ça pourrait donner une valeur à notre cacao. D'où on s'est tourné vers la certification, le commerce équitable et ainsi de suite, Fairtrade ou Rainforest Alliance. Et c'était un salut pour nous, la coopérative c'était un salut jusqu'à un moment donné où les producteurs se sentaient vraiment imprégnés. Quand ils avaient un problème, ils viennent vers la coopérative pour demander, voilà, j'ai besoin d'un prêt pour envoyer mon enfant à l'école, j'ai besoin d'un prêt pour le décès de ma mère ou je dois soigner ma femme. Tout cela, c'est la coopérative qui doit supporter parce que c'est l'idée, c'est de se mettre ensemble. Quand on a un problème, c'est de venir aider nos membres. Mais nos membres qui grandissaient au fur et à mesure a fait que la coopérative a commencé à ne pas pouvoir supporter. Et je vous dis, en Côte d'Ivoire, le prix est donné 2 fois au cours de l'année, où il y a le prix du cacao et il y a une marge qui est là pour les coopératives pour pouvoir gérer le quotidien de la coopérative, tout ce qui est dépenses. Et cette somme, ça fait 80 francs CFA. Ça fait combien d'euros? Je ne sais pas. 80, pardon? C'est quelques centimes, c'est vraiment pas... C'est vraiment quelques centimes. Combien? 20? Autour de 20 euros. 12 centimes, on nous dit dans la salle. 12 centimes, voilà. On dit 12 centimes par kilo que la coopérative doit avoir, non seulement pour s'occuper des producteurs, pour payer son personnel, pour pouvoir travailler dans un environnement, avoir son magasin, et travailler sur les programmes de certification, faire la bonne qualité. C'est vraiment difficile pour les producteurs. On ne peut pas s'en sortir. C'est pas, pardon, pour la coopérative, ce n'est pas possible qu'on puisse s'en sortir. Donc, on se dirige vers le commerce équitable qui essaie de nous soulager un peu. Les coopératives, malheureusement, dans le commerce équitable, il y a beaucoup, vous avez vu par exemple le programme de l'Union européenne sur le problème de déforestation, sur le problème de travail des enfants, sur le problème de traçabilité, sur le problème de géolocalisation des producteurs. Tout cela, c'est la coopérative qui doit gérer avec ses 20 centimes. C'est vraiment difficile pour une coopérative pour pouvoir s'en sortir. Et vous savez, c'est les coopératives qui aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à travers les coopératives qu'on peut atteindre les producteurs. Les acheteurs, ce n'est pas trop sûr. Les exportateurs, je ne crois pas du tout. Donc, une coopérative qui a toutes ses dépenses, comment vous voulez qu'on puisse penser aux revenus des producteurs
sans mettre un regard sur l'organisation des producteurs qui sont les coopératives. Voilà ce que je peux dire sur les coopératives. Merci beaucoup, Assata. Merci beaucoup. Si je résume en quelques mots, beaucoup de demandes de toutes parts et peu de moyens. Peu de moyens, oui. On va encore changer de point de vue et on va aller un petit peu sur les aspects politiques et plaidoyer, puisque c'est l'une des missions du réseau ivoirien de commerce équitable, qui est représentée à la fois par Franck mais aussi par Assata. Donc le réseau ivoirien de commerce équitable, il porte la voix des producteurs, qu'ils soient certifiés de commerce équitable au sein de leur coopérative ou non, par ailleurs, puisque ce que vous défendez, c'est une rémunération plus importante pour les producteurs, un revenu décent et des conditions de vie améliorées. Et la réalité de la pauvreté des cacaoculteurs, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ça fait un moment qu'on en entend parler et les États de vos pays en sont bien conscients. Et donc, face à cela, ils ont décidé en 2019 de mettre en place ce qu'on appelle le différentiel de revenus décent, donc qui est un montant de $400 la tonne qui vient s'ajouter au prix du cacao. Donc tout le monde a salué cette initiative, hein, qui est par ailleurs va dans le bon sens. Cependant, force est de constater que face à l'échec du marché, c'était pas suffisant. Franck, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé en 2020 à la petite campagne et voilà, ce qui s'est passé entre les États, les multinationales et la conclusion. D'accord. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire et celui du Ghana, qui sont les deux grands pays producteurs de cacao au niveau mondial, qui tournent autour de 60% de la production mondiale, ont pris l'initiative d'essayer de trouver des mécanismes pour améliorer les revenus des producteurs. Et donc, ils ont mis en place un mécanisme qu'ils ont appelé le différentiel de revenus décent, qui serait une prime qui devrait soulager le producteur dans son souci d'amélioration de ses conditions de vie. Et donc, ils ont mis en place ce revenu de $400 la tonne, je crois, qui devait, en plus du prix du cacao qui sera fixé, pouvoir soutenir le producteur. Cette initiative a été saluée par les producteurs, bien sûr, et plusieurs acteurs de la société civile et autres. Mais dans le départ, il y a eu une réticence de quelques industriels, quelques chocolatiers, quant au coût que cela allait faire au niveau de leurs activités. Par la suite, ils ont repoussé chemin pour dire ok, ils sont d'accord pour cela. Et donc, c'était avec joie que le 1er octobre 2020, le président de la République de Côte d'Ivoire a annoncé le nouveau prix qui était de 1000 francs CFA, qui comprenait le prix du marché plus le différentiel de revenus de commercialisation, ce qui a vraiment touché les producteurs pour voir toutes ces activités qui étaient mises en œuvre pour leur bien-être. Par la suite, il y a eu vraiment, je ne veux pas dire un désastre, mais vraiment sympa. L'objectif, à quoi on s'attendait, le résultat à quoi on s'attendait. Il y a eu une mévente des fèves de cacao. Les producteurs ne savaient pas où se tourner parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de conserver les cacao aussi longtemps. Et donc, plusieurs causes ont été soulevées, que ce soit par les organismes internationaux, que ce soit par le gouvernement de nos pays. Et la première cause qui a été évoquée, c'était la crise sanitaire, le coronavirus, qui avait impacté les ventes des tablettes de chocolat. Cette nouvelle, il faut dire au niveau du risque, on était un peu perplexe, parce que pour nous, la crise de coronavirus avait des impacts, mais on ne pensait pas que ça allait avoir des impacts sur la consommation du chocolat. Comme on n'avait pas de chiffres, on est resté perplexe, puisque c'est ce qu'on nous a donné comme argument. Mais on regardait déjà quelle était la situation des producteurs. On leur demandait dans le temps de conserver le cacao, puisqu'il y avait des acheteurs véreux qui voulaient acheter au prix en dessous du prix fixé par l'État qui était de 1000 francs. Donc le gouvernement a fait des communiqués pour interdire, pour inciter les producteurs de ne pas accepter ces prix en dessous du prix fixé et de conserver le cacao. Par la suite, ça c'était au niveau de la grande campagne qui dure du octobre à février. Et
Donc les producteurs qui n'avaient pas déjà les moyens pour, et les producteurs et leurs organisations de coopératives qui n'avaient pas les moyens de conserver le cacao, puisqu'ils n'avaient pas les outils, le matériel nécessaire. Généralement, le cacao, quand il est au niveau de la coopérative, c'est rare qu'il fait plus d'une semaine. Généralement, il va directement sur l'exportateur. Mais là, les coopératives étaient obligées de stocker le produit. Et comme ils n'avaient pas une grande capacité de stockage, ils demandaient même à certains producteurs de conserver leur cacao chez eux, alors que le producteur n'avait pas les moyens de le conserver. Donc, ce qui forcément pouvait avoir un impact sur la qualité et autres, et même sur ses conditions de vie, puisque c'est lors de la grande campagne qu'il arrive à avoir un revenu pour pouvoir survivre une grande partie de l'année. Les producteurs ont fait ce qui était demandé, de conserver le cacao dans la mesure du possible. Et par la suite, il y a eu la petite campagne où un autre prix est fixé, puisque le cacao, il y a deux prix fixés, la grande campagne et la petite campagne. Et la surprise a été que la petite campagne, le prix a été de 750 francs, de 1000 francs à 750 francs, ce qui a vraiment touché les producteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Sans compter les frais additionnels qui se sont ajoutés de conservation. Et donc, c'était vraiment une perte totale au niveau des producteurs. Ça a impacté vraiment leur revenu, leur niveau de vie qui était déjà bas. Et vraiment, c'était difficile pour eux. Par la suite, je crois que c'est cette année qu'on a vu que c'était un chiffre au niveau surtout de la France. Je crois qu'il y a eu une augmentation de la consommation d'environ de 6%. 6%. Qui vient confirmer que la consommation de chocolat, je pense que c'est la même chose dans les autres pays de l'Europe, que la consommation n'a pas baissé. Donc, ça veut dire que cet argument qui nous a été donné n'était pas vraiment valable. Donc, à savoir, quelle a été la vraie cause de cette mévente-là? Est-ce l'État qui n'a pas vraiment joué son rôle, ou les exportateurs ou les chocolatiers qui ont jouer sur le prix du marché, parce que ce qu'on sait, c'est que le cacao, le prix est fixé en fonction de l'offre et de la demande au niveau de la bourse. Beaucoup de questions sont encore n'ont pas encore été levées à ce niveau. Merci beaucoup Franck, je pense que ça illustre très bien encore une fois les inégalités de pouvoir au sein de la filière, c'est-à-dire qu'on a d'une part les multinationales qui ont des capacités de stockage, et peu importe, enfin je veux dire, elles ont une certaine flexibilité, même si la demande est toujours en hausse, elles peuvent toujours y répondre, et en même temps jouer sur le prix du cacao en faisant croire qu'il n'y a pas de demande, et donc en faisant baisser le prix, et en disant aux producteurs, bah vous, on ne vous l'achète pas à ce prix-là, on vous l'achète que moins cher, et les producteurs n'ont pas d'autre choix que d'accepter, parce que sinon c'est production à perte, puisque les producteurs n'ont pas au sein de leur coopérative les capacités de stockage. Et donc, même si le DRD était une très bonne initiative, le marché l'a encore une fois emporté, si on peut le dire comme ça. Et Franck, en fait, j'aimerais surtout juste peut-être en un mot, parce que le temps file malheureusement, mais quelle a été l'action du réseau ivoirien de commerce équitable dans ce contexte? Il me semble que vous avez eu quand même un certain impact. Faut dire qu'on a vu qu'au niveau du plaidoyer, l'Union fait la force, donc on s'est rapproché de toutes les organisations de la société civile qui luttent pour le droit des producteurs. Et donc, on a, au niveau de la Côte d'Ivoire, mis en place une plateforme de la société civile pour la défense des droits des producteurs. Et nous avons dénoncé cet aspect. Nous avons fait remonter l'information, que ce soit dans les médias et autres, pour dénoncer les conditions de vie et les conditions de marché déplorables qui ne vont pas en faveur des producteurs. Il faut dire, bon, je sais que plusieurs personnes le savent ici, mais le marché du cacao fait plus de 100 milliards de dollars et c'est seulement moins de 6%, je dis bien 6% des revenus annuels qui vont auprès des producteurs. Donc le risque a lancé un cri d'alerte avec les autres organisations qui travaillent dans ce système pour pouvoir interpeller le système pour que cela puisse changer, parce qu'il y va de l'avenir de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Bon, puis il faut aussi rappeler que vous nous avez quand même alerté à ce sujet et que vous nous avez aidé à écrire un communiqué de presse qui a été publié et relayé dans pas mal de médias en France et également en Côte d'Ivoire.
Donc, et vous étiez signataire de ce communiqué de presse. Alors j'aimerais maintenant passer le micro à Patrick Jagoret, qui est donc le directeur adjoint de l'unité mixte de recherche, fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens au CIRAD, et qui va nous parler d'une autre thématique qui est très liée à tout ce que vous venez de nous présenter, qui est celle de la déforestation dans la filière cacao, et qui va également nous introduire pourquoi et comment l'agroforesterie dans la production de cacao peut être une alternative durable de production qui peut présenter un certain avenir pour la filière en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, sans rentrer plus dans le détail, puisque vous allez beaucoup mieux en parler que moi, je vous laisse la parole, Patrick, et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci Manon. Laissez-moi le temps de partager mon écran. Alors en fait, je ne suis plus directeur adjoint de l'UMR Système depuis 1 an et je suis maintenant basé en Côte d'Ivoire, ce qui explique ma présence en visio. Et je coordonne un projet financé par l'Union européenne et par l'AFD sur justement cacao-culture agroforestière. Alors, oui, alors comment dire, on m'avait demandé de faire une présentation là sur les principaux enjeux agronomiques, écologiques auxquels est confrontée la filière cacao et comment l'agroforesterie pouvait y répondre. Donc, en guise d'introduction, et pour se remettre un peu dans le contexte, on a un modèle dominant assez peu diversifié, puisque bon, dans les années 40, 50, 60, 70, lorsque un certain nombre de recherches agronomiques ont été conduites, on s'est assez vite rendu compte que le cacaoyer exprimait tout son potentiel quand il était conduit sans ombrage. Donc moins le système de cacao-culture est diversifié, plus on limite les compétitions pour la lumière, l'eau et les éléments minéraux. Donc on est parti très vite sur la mise au point de modèles techniques qui étaient principalement basés sur la mise au point de cacaoyères après une défriche forestière pour bénéficier de ce que l'on appelle communément la rente forêt. L'utilisation de variétés améliorées, la conduite de cacaoyers en culture pure ou sous un ombrage léger, et puis le recours massif aux intrants, notamment en termes de fertilisation et de protection phytosanitaire. Alors, il faut remettre tout ça un peu dans le contexte de l'époque, l'après-guerre, les injonctions de produire un maximum par unité de surface. Voilà, je veux dire, tout ça s'est fait dans un contexte plus général qui incitait à aller vers des modèles de ce type, quelle que soit la plante que l'on évoque. Alors, très vite, on est allé, bien entendu, sur la diffusion de systèmes, de modèles de cacao-culture monospécifiques, culture pure, ou bien agroforestier simple. Alors, qui sont valables, ça je le rappelle souvent, si le paquet technique est respecté, si la lutte phytosanitaire et la protection est respectée, ainsi que la fertilisation. Ce qui est rarement le cas chez les petits agriculteurs, pour X raisons. Et une des raisons, c'est les aspects financiers que les deux intervenants précédents ont largement évoqués. Donc, très logiquement, on est sur un schéma, un cercle infernal, c'est-à-dire que, faute d'une protection phytosanitaire adéquate, d'une fertilisation, on a une baisse de la fertilité du sol, des peuplements cacaoyers qui se dégradent avec les attaques répétées de myrides, etc. Donc, une chute des rendements, un abandon des anciennes cacaoyères, la mise en place de nouvelles cacaoyères sur de nouvelles zones forestières. Sur le plan économique, il est plus intéressant d'installer une nouvelle cacaoyère que de réhabiliter une ancienne cacaoyère dégradée. Voilà, donc nouvelles cacaoyères qui, au bout de 10, 15, 20 ans, vont à nouveau connaître le sort des cacaoyères précédentes, et ainsi de suite. Donc, on a, en termes d'enjeux, si on veut, aller dans le cœur du sujet, le premier enjeu aujourd'hui, c'est de reconstituer un couvert forestier. Je vous ai mis une carte là, empruntée à Nitidé qui est sortie cette année. On a un accroissement de la production qui s'est fait au cours des 60 dernières années. On est passé de 865 000 tonnes à 3 millions de tonnes en ce qui concerne la production africaine. Ça s'est fait via un déplacement des zones de production. Au départ, en Côte d'Ivoire, on était sur l'ancienne boucle du cacao, c'est-à-dire à l'est du pays. Et peu à peu, on a eu un déplacement de production, des fronts pionniers, qui sont allés dans la deuxième boucle du cacao, zone centrale du pays. Et aujourd'hui, on voit que l'essentiel du cacao ivoirien, est fourni par des plantations qui se trouvent complètement à l'ouest du pays.
Et en corollaire, tout ça s'est fait au détriment des zones forestières. Hein. Je vous ai remis ici une carte empruntée à Mighty Earth qui est sortie en 2017, hein, où on voit bien, comment dire, la disparition des zones forestières au cours de ces 30 dernières années. Alors effectivement, le cacaoyer est montré du doigt, mais il n'y a pas que le cacaoyer, il y a également l'EVA, le palmier, etc. Mais bon, le cacaoyer est quand même un driver important de cette déforestation. Alors, deuxième enjeu, il me semble, c'est de rétablir les services écosystémiques fournis par les arbres. On voit bien une cacaoyère comme celle que vous avez sous les yeux. Comment dire, il n'y a plus aucun arbre. On a voulu artificialiser finalement les systèmes de façon à les pertes de services qui étaient fournis par les arbres. On peut en citer quelques-uns. Bon, des services utiles aux ménages ruraux et aux cacaoyers, à la diversification du système. On y reviendra, mais également le maintien de la fertilité du sol, la régulation des bioagresseurs, le stockage de carbone. Donc finalement, on a cru qu'on pouvait artificialiser le milieu et compenser la perte de ces services fournis par ces arbres, ce qui n'est absolument pas le cas, à partir du moment où l'itinéraire technique n'est pas comment dire, respecté. Mais finalement, au-delà de tout ça, c'est la durabilité des systèmes de cacaoculture qui a été compromise, et systèmes dont la réhabilitation est rendue plus délicate. Juste, comment dire, les deux préalables en général sont la réhabilitation d'un ombrage, quand on veut réhabiliter une cacaoyère, restauration de l'ombrage et restauration de la fertilité du sol. Là, on voit bien que ça ne sera absolument pas le cas. Troisième enjeu, et pas des moindres, c'est accroître la résilience de nos systèmes cacaoyers face au changement climatique. Vous avez ici une carte, comment dire, et on en a d'autres qui montrent exactement les mêmes tendances, hein, c'est-à-dire des zones propices à la cacaoculture qui vont se réduire dans les prochaines décennies et par un phénomène qui est maintenant assez connu. On aura une augmentation des températures qui ne sera pas compensée par la pluviométrie annuelle, une augmentation de l'évapotranspiration, finalement un assèchement du climat, et en conséquence, voilà, des exploitants qui seront amenés de plus en plus à pratiquer la cacaoculture dans des zones suboptimales. Donc, face à ces trois enjeux, on pourrait en évoquer d'autres, mais comment dire, ceux-là sont, à mon avis, les plus importants. On voit bien le constat d'une transition agroécologique qui s'avère nécessaire pour passer du modèle actuel à des modèles plus adaptés aux contraintes à venir. Alors, une voie possible, le retour à l'agroforesterie, on en parle beaucoup d'actions sont faites. Le retour, parce que finalement, c'est des systèmes qui ont été longtemps ignorés par les agronomes. Vous voyez bien qu'on est sur des systèmes qui sont complètement opposés au modèle, comment dire, conventionnel proposé à l'époque. Des pratiques jusqu'à peu qui étaient encore fortement déconseillées aux agriculteurs. Mais quand on fait le point, des systèmes qui sont observés dans de nombreux pays producteurs de cacao et qui sont en quelque sorte redécouverts, évalués par de nombreuses équipes de chercheurs de par le monde. Alors, des systèmes présents dans de nombreux pays, là je vous ai mis quelques photos pour illustrer mon propos. Costa Rica, Pérou, République dominicaine, Vanuatu, Sao Tomé, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, on pourrait multiplier les exemples. Et on est sur sur une évaluation qui révèle un certain nombre de performances et sur lesquelles je vais m'attarder en lien avec les enjeux que je viens d'évoquer. Reconstituer un couvert forestier. Bon, entre les deux photos que vous avez sous les yeux, on voit bien comment dire, le contraste. Et les travaux qu'on a conduits au Cameroun, par exemple, montrent qu'avec une surface terrière de 10 mètres carrés par hectare, alors surface terrière, c'est la surface occupée par les troncs des arbres, hein. Donc 10 mètres carrés par hectare, on a un taux de couverture arboré de l'ordre de 40%. En termes de densité, ça donne 35 arbres forestiers à l'hectare. Donc 40%, c'est en gros le niveau d'ombrage qui est en général recommandé, préconisé pour une cacaoyère agroforestière. Donc vous voyez, rien qu'en introduisant 35 arbres à l'hectare, en allant, évidemment, en se projetant quelques décennies plus tard, on aura participé à reconstituer une partie du couvert forestier qui a aujourd'hui disparu. Deuxième enjeu, pas des moindres, le rétablissement de services écosystémiques fournis par les arbres. Alors,
Si on regarde nos cacaoyères agroforestières, ben, notre peuplement cacaoyer, il est destiné à produire du cacao. Normal, hein, c'est un peu l'objectif principal. Les différentes espèces fruitières qui sont au sein de ces cacaoyères produisent un certain nombre de produits qui peuvent être vendus, autoconsommés par les producteurs. Hein. Elles fournissent aussi un ombrage qui est propice aux cacaoyers. Et en ce qui concerne les espèces forestières, outre l'ombrage, elles participent largement au maintien de la fertilité du sol. Je vais y revenir. Fourniture de bois d'œuvre, là aussi qui peut être utile aux ménages ruraux, production d'écorces médicinales, etc. Donc on a vraiment une diversification dans ces systèmes, diversification des productions, des revenus et des fonctions des différentes strates de la cacaoyère. Alors, maintien de la fertilité du sol, deux exemples rapides, l'évolution du carbone et de l'azote dans le sol. Lorsqu'on regarde, alors par rapport à un témoin forestier, hein, ici une base 100, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe après l'installation d'une cacaoyère, après des friches forestières, on a un effet dépressif par rapport aux témoins forestiers. Mais par contre, on a, après quelques années, dans des cacaoyères qui ont 20-25 ans, grâce à la présence des arbres, finalement, une évolution tout à fait positive du carbone et de l'azote, et qui, dans certains cas, est supérieure même aux témoins forestiers sur lequel on a installé la cacaoyère. Autre exemple, l'évolution de la fertilité du sol dans les cacaoyères sur savane. Donc là, savane, vous imaginez bien quand même un milieu qui est peu propice à la cacaoculture. Ben finalement, lorsqu'on part du témoin savanicole et lorsque l'on compare à la teneur organique des cacaoyères par tranche d'âge, on voit clairement une augmentation significative de cette teneur en matière organique, sachant que dans les deux cas, nous sommes sur des cacaoyères qui ne reçoivent aucun engrais chimique. Donc là, on voit bien l'intérêt des arbres pour le maintien, voire l'amélioration de la fertilité du sol. En termes de régulation des bioagresseurs, là aussi, on a des travaux intéressants, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse, par exemple, les relations entre structure spatiale des arbres forestiers et les myrides, c'est l'exemple que je vous ai mis ici, mais on a les mêmes résultats, les mêmes tendances en ce qui concerne la pourriture brune des cabosses ou la moniliose en Amérique du Sud. En fonction des structures, c'est-à-dire de la façon dont les arbres forestiers sont disposés dans la cacaoyère, ben, finalement, on a une pression liée à certains bioagresseurs, ici les myrides, qui est sensiblement, qui diminue fortement. Alors, ça ne signifie pas qu'on peut s'affranchir complètement des produits phytosanitaires. Il ne s'agit pas de ça. Bien souvent, on confond système agroforestier et système biologique. Ce n'est pas forcément le cas. Mais on voit bien ici qu'en jouant sur la disposition des arbres, en les réintroduisant et en jouant sur leur disposition, on voit que l'on peut considérablement gérer cette pression parasitaire. Et donc, finalement, on voit bien en termes de coûts l'intérêt. Les agriculteurs dépensent moins pour protéger leurs cacaoyères, mais également sont moins dépendants par rapport aux produits de synthèse. Alors, stock de carbone également, là aussi, ça semble un peu évident, mais il est bon de le rappeler. Vous avez ici des stocks de carbone en fonction de deux précédents. La précédente savane, sur laquelle des cacaoyères ont été installées, puis des précédentes galeries forestières. Si on regarde juste le stock de carbone permis par les peuplements cacaoyers, on est aux alentours de 5-7 tonnes en fonction du précédent. Et lorsque l'on additionne dans des systèmes agroforestiers le stock de carbone permis par les différents types d'arbres, ben finalement, sur un précédent savane, on passe de 7 tonnes à quasiment 50 tonnes à l'hectare. Et sur un précédent galerie forestière, ben on passe en gros de 5 tonnes à 76 tonnes. Donc là, on voit clairement ces systèmes agroforestiers comme un levier d'atténuation de l'impact du changement climatique dans le contexte qui nous intéresse. Et ça me sert de transition par rapport au troisième enjeu que j'évoquais tout à l'heure, accroître la résilience face à ce changement climatique. Ben, finalement, ces pratiques agroforestières, on a des exemples maintenant dans différentes régions du monde, mais notamment au Cameroun, où, à l'aide de ces pratiques agroforestières, finalement, les agriculteurs contournent les contraintes liées que peuvent présenter certaines zones suboptimales. Vous voyez ici un exemple d'une zone de savane,
à l'aide de 2 stratégies. Comment dire, les agriculteurs, dans un premier temps, contrôlent, éliminent l'impérata, hein, qui est un adventice rédhibitoire pour la culture du cacaoyer, introduisent des cacaoyers et des arbres associés dans le système après quelques années. Et finalement, on a, après quelques années, des cacaoyères agroforestières installées sur des zones de savane où il ne serait pas possible d'installer des cacaoyères en monoculture. Et finalement, des cacaoyères dont les performances sont tout à fait honorables, hein, en moyenne 700 kg à l'hectare, et où on a 1200 cacaoyers en moyenne à l'hectare qui sont complantés avec 200 arbres associés. Donc là, on voit clairement également un processus d'afforestation via la cacaoculture. Et autre compromis et qui est fortement intéressant, c'est qu'on a des systèmes agroforestiers qui assurent une certaine durabilité de la production de cacao au cours du temps. Vous avez ici un schéma qui résume un peu la situation. Chaque point représente le rendement d'une cacaoyère que nous avons suivi pendant 3 ans. Plus le cercle est élevé et gros, plus le rendement est élevé. Et donc, vous avez en bas l'âge des cacaoyères. Donc, vous voyez qu'on a travaillé quand même sur un gradient d'âge assez important. On a une surface terrière relative des cacaoyers. Je vous ai parlé de surface terrière qui correspond à la surface occupée par les troncs des arbres. Dans une cacaoyère, on a aussi la surface occupée par les troncs des cacaoyers. Mais finalement, c'est cette surface-là qu'on a regardée. En haut du graphique, vous avez des cercles qui sont relativement importants, donc des cacaoyères dont le rendement est performant. On constate qu'on est sur des systèmes finalement où les arbres associés représentent en gros 4 mètres carrés par hectare. Où on a quand même 70 arbres associés au cacaoyer. Alors on voit que les rendements sont très intéressants, mais qu'au-delà de 40 ans, finalement on ne retrouve plus ce type de cacaoyère. Ce qui montre bien que en termes de durabilité, ce ne sont pas des systèmes aussi performants qu'il n'y paraît. Là, je vous parle de cacaoyères qui sont conduites sans apport d'engrais. Donc, on est sur des systèmes agroforestiers simples, mais qui finalement, en termes de durabilité, ne sont pas top. Alors, à l'opposé, on est en bas de la figure, on est sur des systèmes agroforestiers qui sont relativement complexes. On a la surface terrière des arbres associés, 25 mètres carrés par hectare. On voit qu'on est largement sur un niveau largement plus élevé que précédemment. Mais les points nous révèlent qu'on est sur des cacaoyères dont les rendements ne sont pas, particulièrement satisfaisants. Mais en termes de durabilité, on retrouve ces cacaoyères sur un gradient relativement important, 30, 40, 50, 70, 80, 90 ans. Et là, on est sur des systèmes assez complexes, 176 arbres associés à l'hectare. Et puis finalement, entre ces 2 extrêmes, on a une zone de compromis où on est finalement sur des arbres associés qui occupent 11 mètres carrés à l'hectare, les cacaoyers 9 mètres, donc vous voyez, c'est presque du moitié-moitié. 137 arbres associés en moyenne par hectare, et on voit que dans cette zone de compromis, on a des rendements qui sont certes moins importants que le premier cas de figure, mais des cacaoyères que l'on retrouve quel que soit notre gradient. Donc là, on est vraiment sur une zone de compromis particulièrement intéressante qui montre d'une part que l'on peut produire du cacao en associant des arbres et surtout que l'on peut le faire de façon durable. Alors cette surface terrière relative des cacaoyers, finalement, s'avère être un indicateur clé particulièrement intéressant pour le pilotage de ces cacaoyères agroforestières. Alors, en guise de conclusion, et je pense que ça sera mon avant-dernière diapositive, l'intérêt de l'agroforesterie en cacaoculture ne fait pas de doute, ne fait plus de doute. Alors, on peut dès lors s'inspirer des pratiques existantes pour imaginer une transition agroécologique de la cacaoculture, mais, car il y a un mais, les contraintes des systèmes agroforestiers ne doivent pas être sous-estimées et doivent être au contraire adaptées à la stratégie, aux attentes, aux objectifs des agriculteurs. On voit beaucoup d'initiatives qui sont faites pour réintroduire des arbres, par exemple. On est vraiment souvent, j'ai constaté, on est souvent sur des approches top-down, où finalement l'agriculteur n'a pas trop pour son mot à dire et on ne tient pas compte de ses attentes, de ses objectifs, de ses contraintes. Et puis, voilà,
on l'évoquait tout à l'heure, l'adoption de ces pratiques agroforestières doit faire l'objet de mesures pour aider les agriculteurs à s'adapter aux standards de production qui leur sont imposés. Madame Doumbia l'a clairement dit tout à l'heure, tout repose sur les coopératives en termes de certification, en termes de traçabilité, en termes de beaucoup de choses. Et finalement, on laisse les coopératives et les agriculteurs seuls face à énormément de choses qui leur sont imposées, et on les laisse un peu, seuls à bord, quoi. Donc, si on veut que ça passe en termes de transition de systèmes conventionnels vers des systèmes agroforestiers, il est clair qu'un accompagnement, à la fois technique, mais surtout financier, est absolument, important et incontournable si l'on veut aider les agriculteurs. Et pour finir, de petites provoques, on est sur des travaux effectivement qui montrent la nécessaire évolution des standards de certification. Alors ces standards ont initié une dynamique vertueuse, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas le nier. Sans ces aspects certification et tout, je pense que la situation serait pire. Mais on se rend compte qu'on est sur des recommandations quand même qui ne permettent pas toujours de répondre aux enjeux évoqués. En termes de densité d'arbres, par exemple, elles sont insuffisantes. Vous voyez les chiffres que je vous ai donnés. Là, on est sur des recommandations on est parfois aux alentours de 8 arbres, 15, 20 arbres à l'hectare. On sent bien qu'en termes de fourniture de services écosystémiques, ça sera pas, les attentes ne seront pas satisfaites. On est aussi sur des indicateurs qui sont parfois très interprétables, hein, en termes de couverture forestière, de choses comme ça. Et on est sur des indicateurs qui ne suffisent pas à faire évoluer, à évaluer les compromis entre services. Et puis enfin, l'agroforesterie ne remplacera pas la forêt. On est sur un risque évident de greenwashing. On a beaucoup de programmes de RSE qui ont engagé des actions d'agroforesterie, et c'est très bien. Mais force est de constater que dans de nombreux cas, les résultats sont loin d'être convaincants. 2 exemples, hein, dont l'un que j'ai déjà évoqué, des actions assez top-down. Certes, les choses changent, mais on est quand même encore sur des distributions d'espèces forestières sans trop demander l'avis aux agriculteurs, pas de suivi de ces réintroductions. Et dans certains cas, on a des actions quand même qui relèvent davantage de la communication, je trouve, que d'un réel souci de répondre aux enjeux évoqués. Quand je vois un certain nombre de messages, forest positive, 0 déforestation, etc., c'est vrai que ça me laisse dubitatif. Et on sent bien que pour un certain nombre de firmes, pour un certain nombre d'acteurs, on est sur un emballage agroforestier qui n'est pas, qui reste un emballage. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Et voilà, comme les autres intervenants, je reste à votre écoute pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci pour le partage de votre expertise tout d'abord et pour cet éclairage assez précis sur tout ce qui est relatif aux enjeux de durabilité sur cette filière cacao en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest de manière générale. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit en guise de conclusion sur votre avant-dernière slide. Donc certes, la transition agroforestière sur la filière cacao, elle est porteuse d'espoir, mais elle ne se fera déjà pas en un jour. Et deuxièmement, on ne peut pas imposer ou attendre des producteurs qu'ils portent cette transition seuls, puisque cette transition, elle a un coût. Retourner vers des pratiques agroforestières, implanter une parcelle totalement en système agroforestier assez complexe, ça coûte très cher et c'est un coût qui n'est aujourd'hui pas abordable par les producteurs. Et c'est quelque chose qu'on a pu aussi constater dans le cadre de la première phase du programme Équité, avec certaines expérimentations qui ont pu être faites par certaines coopératives sur des subventions. Et donc dans le cadre de cette deuxième phase du programme, on a décidé d'essayer de chercher un petit peu des solutions, des alternatives, d'autres mécanismes, d'autres manières de faire. Et donc, on a eu la chance de pouvoir s'entourer de Horus Développement Finance, qui a pu conduire une étude de faisabilité en Côte d'Ivoire, portant sur la définition de potentiels mécanismes de financement sur prêt de l'installation de parcelles agroforestières
par des producteurs au travers de leur coopérative et en partenariat avec des organismes financiers de nature qui peuvent être différentes. Et donc l'étude de faisabilité a été conduite, elle est presque achevée. Et Christine Westerkamp est ici pour nous en partager les principales conclusions, je dirais, et surtout les conditions dans lesquelles un tel mécanisme pourrait être mis en place pour qu'il fonctionne. Merci Manon. Oui, donc cette étude de faisabilité a été confiée à Horus dans le cadre du programme Équité. Donc il s'agissait d'identifier les possibilités de financement à crédit des coopératives commerciales. Ah, un petit peu plus près. Ouais. Bon, merci. Oui, donc il s'agissait dans le cadre du programme Équité, d'identifier les conditions de financement à crédit des coopératives certifiées commerce équitable pour financer la transition vers l'agroforesterie, pour permettre un impact plus important qu'un financement sur subvention, plus large. Donc, dans ce cadre, Horus a fait une mission de terrain, on a rencontré des organisations de producteurs, une dizaine, des chocolatiers, des exportateurs, des acheteurs, 9 organismes financiers et différents acteurs de l'environnement. Alors d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de financement à crédit? Il s'agit d'un financement par un organisme financier, donc d'un financement remboursable et qui porte des intérêts, donc qui requiert une rentabilité suffisante pour payer des intérêts. Les organismes financiers qui peuvent être impliqués, on a d'une part des organismes locaux, les institutions de microfinance ou les banques locales, dont certains sont déjà impliqués dans le financement de la campagne cacao ou d'autres besoins des coopératives de producteurs de cacao. Et puis on a des organismes financiers internationaux, des investisseurs sociaux, des fonds d'agroforesterie. Voilà. Alors, tous ces organismes financiers ont des contraintes différentes, mais un certain nombre qui se rejoignent pour tous. D'une part, sur prêt, on ne peut financer que des activités rentables, même si la rentabilité peut être favorisée ou permise par une subvention partielle. Ça ne peut fonctionner que si on a une maîtrise suffisante des risques économiques et techniques, parce que par définition, le crédit repose sur la confiance d'une part entre l'organisme financier et l'emprunteur, mais aussi confiance de l'organisme financier dans le projet à financer, qui doit être convaincant, et comme on prend un risque, on a besoin d'une maîtrise minimum. Et ensuite, il faut une présence terrain minimum pour pouvoir suivre les projets. Et donc, selon les organismes financiers, certains, comme les institutions de microfinance, vont avoir une bonne présence sur le terrain et pouvoir se rapprocher des producteurs. D'autres, notamment les organismes internationaux, ont une présence terrain assez faible. Et dans tous les cas, un partenariat avec les coopératives permet d'améliorer la présence terrain des organismes financiers. Alors, donc, ceci étant dit, on a voulu évaluer s'il était possible sur le plan économique de financer à crédit des modèles d'agroforesterie. Donc on a, sur la base de la mission terrain, donc de ce qu'on a constaté en matière de systèmes agroforestiers existants ou tentés, on a retenu 2 systèmes. Un système de replantation de cacao sur la base de parcelles nues, avec donc, du cacao, de l'agroforesterie et de la diversification de revenus.
Donc là, c'est un modèle complet avec plusieurs strates végétatives qui commencent avec une plantation de cacao et en parallèle du maraîchage qui permet de générer des revenus pendant les premières années avant que les cacaoyers grandissent et fassent trop d'ombrage. Des produits vivriers de type banane plantain, igname, manioc, maïs, arachide, là encore dans les premières années. Le cacao, avec l'application de bonnes pratiques agricoles donc qui ont été incluses dans la modélisation. Et puis l'agroforesterie avec différents types d'arbres, comme M. Jagorel présentait, d'une part des arbres bois énergie légumineuses, des arbres fruitiers de type agrumes, des arbres forestiers fruitiers et des arbres forestiers de bois d'œuvre. Donc ça, c'était le premier système agroforestier considéré. Le deuxième, on se situe dans une optique de réhabilitation de plantations existantes. Donc on a notre plantation de cacao, et là, l'idée, c'est d'introduire de l'agroforesterie dans une plantation. Donc c'est un modèle plus simple, qu'on rencontre beaucoup sur le terrain, qui est très promu par les multinationales et par le gouvernement. On rejoint un peu, selon les cas, des interrogations qui peuvent se poser sur le côté greenwashing des modèles, selon les exigences techniques posées. Voilà, et donc on a... Le premier système a bien sûr un meilleur impact environnemental et il est plus coûteux à mettre en place parce qu'il demande plus de temps à être installé, de la main-d'œuvre, beaucoup de travail sur la parcelle, et donc il est moins vite rentable. Alors pour évaluer la rentabilité, on a pris un certain nombre d'hypothèses. D'une part, le prix, qui est évidemment un élément clé. On a vu qu'il présente un risque de variation qui est important. On est parti sur on a testé un modèle à 750 francs CFA, donc le prix officiel du cacao sur la dernière campagne en Côte d'Ivoire, qui ne permet pas la rentabilité. Et les modèles ont finalement tourné sur le prix du cacao bio équitable, donc de 1250 francs CFA par kilo, ça fait une grosse différence, qui correspond en fait au prix que peuvent recevoir les coopératives partenaires du programme Équité, qui ont une certification commerce équitable et un contrat avec des acheteurs qui garantissent effectivement ce prix-là. Deuxième hypothèse, le taux d'intérêt retenu. On est parti sur un taux d'intérêt de 16% annuel qui correspond à la fourchette basse des prix de la microfinance en Côte d'Ivoire. Auprès des organismes internationaux, on peut trouver des prix plus bas, avec d'autres, des taux plus bas, avec d'autres contraintes de présence terrain, etc. On a pris en compte les dépenses du ménage, de l'ordre de 800 000 francs CFA par an, qui doivent être couvertes donc par les revenus de l'exploitation. Alors on n'a pas pris en compte les revenus issus de la coupe d'arbres parce que ce sont des revenus à trop long terme, donc c'est difficile d'en tenir compte quand on parle d'investissements et de crédits qui ne peuvent pas être à très long terme. Et on a pris en compte également un subventionnement de l'accompagnement technique dans le cas du premier modèle. Voilà les principales hypothèses. Alors maintenant, je vais arriver aux résultats. Alors, sur le premier modèle agroforestier complet en replantation, pour replanter 1/4 d'hectare, c'est ce qu'on a estimé possible par an en fonction de la capacité de main-d'œuvre des producteurs et du coût associé. C'est possible avec un crédit de 4 ans pour les cacaoculteurs qui ont au moins 1,8 hectare de cacao déjà productif
supplémentaires. Et donc la rentabilisation de la replantation va reposer notamment sur les revenus enfin, la rentabilisation, et en particulier pour la couverture des dépenses du ménage, vont reposer sur ces hectares de cacao déjà existants. Et donc, toujours avec cet accompagnement technique subventionné. Maintenant, si on ajoute une subvention de 60 000 € à la plantation, on peut réduire à 1 an la durée nécessaire pour le crédit. Christine, je vais juste vous faire un petit rappel au temps. De temps, ouais. D'accord. Et sur le deuxième modèle, on est parti sur la réhabilitation d'1 hectare qui demande 2 hectares supplémentaires, sachant que pour une question de contexte, il faut rappeler qu'en moyenne, un producteur de cacao en Côte d'Ivoire, je parle sous votre contrôle, dispose de 2 hectares de cacao. Donc il y en a qui sont au-dessus, d'autres qui sont en dessous. Mais quand on parle de financer des petits producteurs, il faut avoir ça en tête. Donc les conditions sine qua non de la possibilité d'introduire l'agroforesterie sur la base de crédit sont d'une part une rémunération suffisante du producteur et d'autre part la prise en charge de l'accompagnement technique qui peut être fait par des programmes de développement international du type du programme Équité, qui peut aussi être pris en charge par des acheteurs commerce équitable, par des labels. Enfin, en tout cas, on a besoin de trouver une source de financement de cet accompagnement technique. Et donc, est-ce que je peux encore aller sur les conclusions globales de notre étude? Pour que ça marche, le financement à crédit, il faut d'abord mettre les conditions en place pour réussir l'agroforesterie. Donc, qualité des intrants, accompagnement technique, parce qu'on parle de changement de pratique, donc ça c'est indispensable d'accompagner ça, et accès au marché pour le cacao et aussi pour les autres productions. Deuxième point, il faut sécuriser la capacité de remboursement, donc avoir des contrats pour garantir l'écoulement à un prix suffisant, une superficie de cacao suffisante, des nouvelles sources de revenus ou des subventions. Les coopératives sont un intermédiaire nécessaire et important et qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur le plan économique comme sur le plan technique. Donc pour accompagner les producteurs dans ces changements. Et il est nécessaire que les organismes financiers intègrent des compétences agroforestières pour vraiment comprendre cette clientèle-là de coopératives, enfin de producteurs en transition vers l'agroforesterie. Voilà. Merci beaucoup Christine, c'est toujours extrêmement frustrant d'être animateur et de devoir couper quand les présentations sont très intéressantes. Donc merci d'avoir pu résumer sur cette dernière minute. En gros, si je comprends bien, ça fonctionne si on s'engage sur du commerce équitable ambitieux. La plupart des conditions seraient alors cochées. Et ça pourrait potentiellement fonctionner. Et le temps a malheureusement filé. Je pense qu'on n'aura pas trop de temps pour les questions, mais j'aimerais quand même redonner la parole pour conclure à Assata et Franck, ou Assata ou Franck, en fonction de vous. Mais pour nous dire un petit peu, voilà, une note de conclusion, une note peut-être un petit peu plus pleine d'espoir, en nous disant pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne relation partenariale avec un acheteur, que ce soit dans le cadre d'une certification de commerce équitable ou pas, par ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner et de quoi vous avez besoin pour pouvoir continuer de produire du cacao de manière durable en Côte d'Ivoire demain? Okay. Non, moi je vais commencer et toi tu vas terminer, parce que c'est plus intéressant comme ça. Cela va vous étonner, hein, et moi aujourd'hui j'ai un sentiment qui va vous étonner, un sentiment de joie. Je suis heureuse de voir tout ça. Aujourd'hui je me dis, je ne suis plus la seule productrice qui me pose des questions et qui pleure sur mon oreiller parce que je n'ai pas de solution. Je me rends compte aujourd'hui que mon problème est partagé par les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana, par les producteurs de mangue du Burkina Faso et du Bénin, par les producteurs du lait et des fruits
en Europe ici, on a tous le même problème. On a le problème de prix, on a le problème de changement climatique, on a tous le même problème. Donc, on n'est plus seul. Donc, je suis heureuse déjà de voir que, n'étant pas seul, en se mettant ensemble, on pourra avancer. Et je vois dans cette salle ici que tout le monde est en train de parler depuis ce matin sur le même langage. Changement climatique, revenu décent pour les producteurs, changement de comportement, changement de consommation, inciter les consommateurs à s'engager dans le commerce équitable. Parce que c'est dans le commerce équitable que moi en tant que productrice, je trouve mon salut. Donc déjà, c'est un sentiment pour moi, un sentiment de joie de voir ça aujourd'hui ce matin. Et un sentiment d'espoir. L'espoir, parce que sans espoir, c'est sûr que, voilà, on va tout laisser tomber. Et c'était mon idée, en fait. Je voulais laisser tout tomber. Et aujourd'hui, quand je vois que, voilà, tout le monde est en train de s'engager, tout le monde est en train de parler du prix bas, de tout ce qu'on reçoit et que ce n'est pas suffisant, j'ai l'espoir que ça va changer. Je vais me retrouver dans mon enfance où j'allais dans un environnement biodiversité, où j'allais dans un environnement où j'étais fière de mon oncle en tant que producteur de cacao, où j'étais fière de venir en tant que petite fille, venir ramasser les orangers dans la plantation de mon oncle, aller les vendre pour pouvoir assurer mes études pendant l'année scolaire. Donc j'espère bien, avec cet espoir, que ma petite fille va retrouver ça. Pas forcément mon fils, mais ma petite fille peut retrouver ce sentiment qui faisait qu'on était, on a envie d'être producteur de cacao ou bien de café. Je te remercie. Merci Assata. Malheureusement, il va vraiment falloir qu'on s'arrête là. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on pourrait vous écouter encore longtemps. Moi, je vais quitter la scène, je vais aider mes collègues à préparer la suite. Franck, tu as une seule phrase, si tu veux vraiment avoir un mot de la fin, mais après, ce sera terminé. D'accord, merci. Je vais me contenter de cela. C'est pour dire simplement, je pense que en termes de partenariat, il faut un partenariat pluriannuel qui va permettre aux coopératives, aux producteurs de se projeter dans l'avenir. Et dit seulement qu'au niveau de, par exemple, de Fairtrade, une étude qui a été organisée par Fairtrade a montré que les producteurs du commerce équitable ont amélioré leurs revenus de 85% sur les 4 dernières années. Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Franck. Tu as tenu le contrat. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous les 4. Merci Patrick qui était à distance. Merci Christine pour le déplacement et surtout Franck et Assata qui est venu de loin. Si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas à aller les voir. Malheureusement, il va falloir qu'on enchaîne sur la clôture. Je sais que vous allez sûrement être frustrés de ne pas pouvoir interagir avec eux. Mais voilà. Encore merci. Il faut pousser les chaises, je pense.